Donc, sans trop tarder, je passe donc à la conduite à tenir qui va être inclus dans les protocoles national plutôt. Donc, du diagnostic et suivi du reflux gastro-œsophagien chez l'enfant. Donc, d'après les recommandations de la Société marocaine de gastro-entérologie et de nutrition pédiatrique. Donc voilà, pour rester qu'on soit tous d'accord, que tout le monde est d'accord que le reflux gastro-œsophagien, c'est le passage involontaire du cotonie gastrique dans l'œsophage avec ou sans régurgitation ou vomissement. Donc c'est une pathologie qui est fréquente et qui pose beaucoup de problèmes en pratique quotidienne. C'est pour cela que je me permets de quand même de rappeler, de faire ce rappel anatomique. En effet, plusieurs mécanismes sont à l'origine qui vont contrecarrer la survenue d'un reflux gastro-œsophagien chez l'enfant. Donc, comme vous le savez, on a le plus important de ce mécanisme, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage. C'est un système qui contrecarre le passage du contenu gastrique dans l'œsophage. Et puis, il y a d'autres mécanismes, notamment le diaphragme qui se contracte à chaque fois qu'on a une grande pression intra-abdominale à l'occasion des repas ou bien d'autres manifestations d'auto-d'éternuement. Donc c'est ce qui bloque en fait le passage du contenu gastrique dans l'œsophage. Et puis on a l'angle de His qui doit être respecté aussi. Donc c'est l'angle qui est aigu fermé par le bas œsophage et le fundus gastrique. Et puis un autre élément aussi, c'est la qualité du tonus de l'œsophage. Donc tout ce système participe à un bon équilibre et à une bonne action anti-reflux. Donc c'était nécessaire parce que quand on a un reflux, quand on a une défaillance de l'une de ces mécanismes, ils sont surtout s'il dure, il va entraîner une inflammation de la muqueuse œsophagienne qui va être à l'origine de lésions d'œsophagite érosive et ulcéreuse et qui va être pourvoyeuse de la complication qui est très redoutable, la sténose peptique. Voilà, en matière de reflux gastro-œsophagien, il faut savoir distinguer entre deux entités. On a le reflux gastro-œsophagien qui est physiologique et un autre qui n'est pas physiologique, qui est pathologique. Donc le reflux physiologique, tout simplement, c'est un reflux qui ne s'accompagne pas d'autres symptômes. Donc il est isolé et il est dû à des régurgitations postprandiales précoces et qui surviennent surtout chez le nourrisson. Davantage, il s'agit d'un prématuré, ceci en rapport avec un volume œsophagien qui est court de 10 à 15 SCC. Donc c'est à cause de ça qu'on a ce reflux physiologique. Donc il intéresse, comme j'ai dit, c'est presque 50% des nourrissons en bonne santé et généralement il disparaît avec l'âge à l'acquisition de la position assise ou jusqu'à la position de la marche à 18 mois. Donc, par contre, le reflux pathologique, en fait, c'est un reflux qui va exposer aux complications. Donc, on a des problématiques en pédiatrie, comme j'ai dit, comme c'est fréquent, on est exposé à des problématiques face au reflux. La première problématique, c'est de pouvoir distinguer un reflux gastro-œsophagien pathologique qui expose ultérieurement aux complications. Donc, et cette distinction, elle est très difficile avec le reflux physiologique avant l'âge de 2 ans. Donc, voilà la première problématique. La seconde, c'est quand évoquer un reflux gastro-œsophagien et le rattacher à des manifestations extra-digestives, devant d'autres symptômes qui n'ont pas fait preuve thérapeutique, qui restent réfractaires à un traitement. Donc là, il faut être alerte et penser que probablement il y a un reflux gastro-œsophagien pathologique sous-jacent. Donc, le reflux gastro-œsophagien, c'est un problème. Pourquoi? Parce que il expose à des complications qui sont surtout dans notre contexte marocain. On a toujours des sténoses peptiques dont la prévalence ne cesse d'augmenter. Donc aussi bien avec que ce soit en rapport avec l'œsophagite ulcéreuse à la base ou bien 14% des cas, on a une sténose peptique. Donc, il était tôt et pas trop tard, en tout cas, pour élaborer des recommandations sur l'égérie de la Société marocaine de gastro-entérologie et de nutrition pédiatrique. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de suspicion de reflux gastro-œsophagien?
Toujours, bien sûr, on commence notre travail avec l'interrogatoire des parents. Donc, pourquoi? Pour chercher un facteur de risque de reflux, donc notamment dans une prématurité. Donc, un prématuré, donc il va être, c'est normal qu'il va vomir plus que, comme je vous rappelle, vu le volume de son œsophage qui est très court, et puis l'immaturité des sphincters inférieurs de l'œsophage. Une encéphalopathie, un enfant qui a dès la naissance ou bien avec au moment de l'examen, il a une encéphalopathie, c'est des enfants qui sont à risque de reflux gastro-œsophagien. Il faut demander aussi si l'enfant a été opéré à la naissance, probablement pour une atrésie de l'œsophage ou bien pour une hernie diaphragmatique ou autre. Donc, ou bien donc chercher si l'enfant est suivi pour une maladie chronique respiratoire, notamment l'asthme qui est la maladie la plus fréquente. Donc, s'il est mal contrôlé, c'est là intérêt en fait d'hyperréactivité bronchique. Même également, il faut chercher s'il n'a pas une mycoviscidose sous forme de toux chronique, peut-être explorer enquête étiologique pour les deux pathologies. Donc également un surpoids, donc toujours peser, faire donc aux valeurs usuelles, donc pour voir s'il n'a pas, cliniquement s'il n'a pas un surpoids qui reste un facteur de reflux gastro-œsophagien. Toujours par l'interrogatoire, il faut fouiner chez la famille pour voir s'il n'a pas d'antécédents familiaux, donc de consanguinité, de décès dans la fratrie, toujours dans le sens de chercher une maladie métabolique, une anomalie du cycle de l'urée, une cytopathie mitochondriale avec début de vomissement, c'est-à-dire un tableau digestif qui est en avant. Donc c'est toujours possible dans notre contexte de consanguinité. Donc toujours penser à une maladie métabolique sous-jacente. Peut-être une allergie aux protéines de lait de vache, surtout toujours si on a une atopie familiale, une prédisposition héréditaire à faire une maladie allergique. Si l'enfant n'a pas une DA, déjà cliniquement on voit s'il n'a pas une dermatite atopique, ou bien dans la fratrie chercher s'il n'y a pas quelqu'un qui a une atopie, donc un asthme ou une rhinite allergique. Toujours par l'interrogatoire, faire une anamnèse alimentaire. Toujours donc demander s'il n'est pas il n'est pas suralimenté en demandant la quantité et la fréquence des repas dans la journée. Vous avez remarqué que lors de nos consultations, toujours les mamans ne sont jamais satisfaites de la quantité de leur alimentation. Ils sont toujours des anorexiques, ils n'arrivent pas à bourrer leur enfant et ça c'est une raison suffisante pour augmenter leur pression intra-abdominale et déclencher des reflux itératifs. Donc, le mode de préparation des repas des jeunes mamans, ils peuvent, surtout quand elles délèguent la tâche à des aides à domicile, elles peuvent se tromper sur les concentrations s'ils sont de lait diététique et provoquer soit elles diluent trop, soit ils hyperconcentrent. C'est une raison suffisante, encore une fois, de provoquer un reflux gastro-œsophagien. La position de l'enfant après le repas. Est-ce qu'ils le font rôter? Est-ce qu'il ne sera plan plat? Donc tout ça, il faut le chercher. Donc c'est des facteurs de risque de reflux. Et bien sûr, sans oublier d'analyser les caractéristiques des vomissements. Est-ce que c'est des vomissements qui sont récurrentes, leur récurrence, leur importance, parce que ça va donner des problèmes. Si c'est pas le cas, ça va retentir sur la croissance. Est-ce que c'est des vomissements qui sont faciles ou bien à l'effort? Même les vomissements à distance, des repas pas postprandiaux précoces, à distance, il faut rester alerte et savoir les rattacher à un reflux gastro-œsophagien. Il faut également être alerte et chercher s'il n'a pas une douleur au moment de biberon, bien de l'alimentation. Pourquoi? Parce que c'est un enfant probablement qui est déjà au stade d'une œsophagite et c'est un signe d'alerte. Encore, bien sûr, on peut toujours terminer l'examen. Et c'est une occasion, de toute façon, lors des vaccinations, comme l'a dit Madame Morin, malheureusement, on voit dans les centres de santé, quand on voit le carnet de santé, jamais on ne voit ni poids, ni taille, même le périmètre crânien. Et ça, c'est très désolant. Donc, pourquoi? Parce que c'est la croissance, la courbe de croissance pondérale et staturale, reste toujours un meilleur élément pour dépister pas mal de pathologies et chercher un retentissement d'ailleurs des vomissements chroniques en rapport avec un reflux gastro-œsophagien. Donc voilà, donc toujours les recommandations, il faut toujours rechercher l'association d'un ou plusieurs signes d'alerte. Il faut savoir que les symptômes, les manifestations cliniques de reflux gastro-œsophagien ne sont pas les mêmes chez le nourrisson et chez le grand enfant en âge préscolaire, davantage chez l'enfant scolaire. Donc chez le nourrisson, donc il se présente par d'autres symptômes différents.
Et de toute façon, on a remarqué que entre le reflux gastro-œsophagien physiologique et pathologique, il existe toujours une zone de transition qui n'est pas facile de cerner. Donc c'est pour cela, il faut être alerte et connaître les symptômes chez le nourrisson, qui sont généralement les difficultés d'alimentation. C'est des enfants qui pleurent au moment des biberons, au milieu des biberons, qui ne terminent pas, qui sont pas rassasiés et qui continuent à être irritables. Même c'est des enfants qui vont présenter une stagnation pondérale ou bien une cassure pondérale. En tout cas, la maman va remarquer qu'ils ne prennent pas assez de poids. Donc ils vont être sujets à des troubles de sommeil avec des micro-veilles. Et ça, c'est des enfants qui vont avoir des sommeils non réparateurs. Et bien sûr, ça va retentir sur la croissance. Donc, des infections respiratoires récurrentes est un des symptômes. Ce sont qui peuvent être en rapport avec le reflux gastro-œsophagien, les pneumonies d'aspiration, qui sont en rapport avec des inhalations chroniques de contenu gastrique. Donc, le nourrisson également peut se présenter aux urgences pour d'autres, dans un tableau alarmant d'attaque, de cyanose, de malaise, et donc rapporté en rapport avec un RGO. Et également une anémie inexpliquée, soit qu'on a donc de découverte fortuite, ou bien une pâleur qu'on constate. Donc ça, ce sont des symptômes donc pour un reflux gastro-œsophagien chez le nourrisson. Chez l'enfant plus grand, c'est donc soit que c'est le bilan d'un retard statural, soit isolé, soit peut-être associé à d'autres symptômes qu'il faut savoir les chercher, notamment demander à l'enfant s'il n'a pas un pyrosis. L'enfant en âge les pleurs, l'irritabilité de nourrisson, c'est les pyrosis donc chez l'enfant, parce qu'il est capable de décrire cette chaleur rétro-douleur avec chaleur rétrosternale ascendante en rapport avec la remontée acide. Et là, donc, c'est en rapport, il faut pas taxer rapidement de gastrite, AHP, on donne un traitement, il faut explorer, il faut voir est-ce que ce n'est pas en rapport avec un reflux gastro-œsophagien. Une dysphagie. La dysphagie, on voit pas mal de malades, de mamans qui viennent et qui changent de médecin parce que à chaque fois, il a des ordonnances d'angine à répétition. Il y a même des mamans qui viennent pour des amygdalectomies, pour demander une amygdalectomie. Donc, il faut les dysphagies chez un enfant qui n'est pas fébrile, c'est pas une dysphagie infectieuse, c'est pas une angine, il faut penser au reflux gastro-œsophagien. Donc, bien sûr, les hémorragies digestives, c'est un signe d'alarme pour faire leur enquête étiologique et garder donc en tête que le reflux gastro-œsophagien peut être en cause. Bien sûr, devant d'autres problèmes respiratoires itératifs qui ne sont pas ce traitement ciblé, notamment des laryngites à répétition, des displays laryngés, un asthme authentique mais mal contrôlé, des bronchites asthmatiformes sur un terrain qui n'est pas atopique, il n'y a pas d'atopie familiale ni personnelle, ils font des crises d'asthme, des dyspnées sifflantes, il faut penser à autre chose qu'à maladie asthmatique. Une mycoviscidose aussi qui s'exacerbe avec des épisodes d'infection plus importantes en rapport avec une inflammation chronique. Il faut penser à un reflux gastro-œsophagien associé. Donc, quelle est la prise en charge de reflux gastro-œsophagien une fois qu'on a réussi à l'incriminer? Donc là, en l'absence chez le nourrisson, en l'absence de signes d'alerte. Donc, il faut en absence de signe d'alerte, c'est-à-dire que c'est un enfant, c'est un reflux qui est isolé, et il n'y a pas de retentissement pondéral, c'est un enfant qui est bien, sauf que ce sont des reflux, c'est des vomissements chroniques en fait. Donc il faut savoir rassurer les parents, surtout chez le nourrisson, donc c'est le cas du nourrisson, et faire des conseils hygiéno-diététiques, notamment donner des fragmentations de l'aliment du biberon, la position procubitus dorsal, même si le procutubus ventral, d'après les études, il améliore la vidange gastrique, mais sa relation avec la mort subite du nourrisson n'a pas été complètement élucidée, il n'est pas discriminé. Et du coup, donc, on proscrit formellement cette position. Donc, nous, on est dans la position procutubus dorsal. Bien sûr, chez la maman, si la maman est sous allaitement maternel, il faut promouvoir donc l'allaitement maternel et si il est bien sûr essayer de fractionner et de donner des quantités donc suffisantes, pas trop suralimenter l'enfant. Alors, s'il est sous formule diététique, dans ce cas, il faut proposer des formules anti-reflux qui ont prouvé leur efficacité, surtout avec les formules avec épicisson.
Donc, les prokinétiques, par leur vertu dans l'accélération de la vidange gastrique, ils sont proposés également, ça améliore le reflux. En tout cas, les épisodes de reflux sont moins importantes, moins fréquentes. Et bien sûr, à chaque fois, à chaque consultation, parce que ce sont des enfants qu'on va avoir par la suite, qui vont être sujets à un suivi, hein, il faut éduquer à chaque fois sur les parents, sur les signes d'alerte. Parce que il n'y a pas je le dis bien, il n'y a pas de parallélisme entre les signes cliniques et l'importance c'est-à-dire des complications locales, anatomiques. Donc, l'intérêt, et là, c'est donc les recommandations de la Société de Gastro. Donc, elle insiste sur un suivi qui est rythmé dans le temps. Il faut voir l'enfant à 4 semaines, hein, à 3 mois, à 6 mois, et puis tous les 3 mois jusqu'à l'âge de 18 mois. Pourquoi? Pour vérifier l'efficacité du traitement et pour confirmer la guérison. Donc, si l'enfant, là on vient de voir chez l'enfant jusqu'à l'âge de 18 mois, mais au cours du suivi de cet nourrisson, ou bien en cas d'apparition des signes d'alerte au cours de ce suivi, aux patients symptomatiques après l'âge de 18 mois. Là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut toujours savoir déléguer et référer l'enfant chez un gastro-entérologue pédiatre. Pourquoi? Parce que pour vérifier s'il n'y a pas un échec de traitement bien conduit de 8 semaines, hein, et également pour éliminer une autre cause, une autre cause d'un symptôme réfractaire au traitement. Donc, pour revenir sur le diagnostic et voir s'il s'agit pas, si on n'a pas, il n'y a pas une autre pathologie sous-jacente. Et bien sûr, explorer, donc le gastro-entérologue va explorer une complication du reflux gastro-œsophagien par une endoscopie, une fibroscopie haute digestive, associée bien sûr à des biopsies œsophagiennes selon le contexte, soit des étagées, soit locales. Donc si on pense à une œsophagite, par exemple la eosinophilie, il faut faire donc des biopsies étagées. Donc à un stade précoce afin d'éviter le risque de sténose, surtout si on a des lésions au niveau du bas œsophagien, de l'œsophage, que ce soit circulaire ou, donc ça reste, donc il faut toujours faire des biopsies. La pH-métrie, elle a son intérêt, comme vous le savez, dans les symptômes extra-digestifs pour mettre la relation des symptômes avec le reflux et réaliser la relation de cause à effet. Donc voilà. Alors, les points à retenir. Donc, c'est habituellement le reflux gastro-œsophagien du nourrisson. Je dis bien du nourrisson qui garde son poids, il n'a pas de retentissement staturopondéral, surtout pondéral, il ne nécessite aucune exploration. Donc, c'est un enfant, c'est un nourrisson qu'il faut conseiller uniquement les conseils gynédiététiques et les autres recommandations. Alors, et le reflux gastro-œsophagien est une pathologie qui est bénigne certes, mais qui risque de se compliquer. Il faut le garder en tête. Et surtout, l'évaluation des symptômes, certes, elle repose sur les dires des parents qui peuvent soit surestimer, soit minimiser. Parce que vous avez remarqué que l'interrogatoire garde une place importante dans l'enquête étiologique du reflux gastro-œsophagien. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de parallélisme clinique entre les symptômes et le risque les signes les facteurs de gravité ou bien les lésions déjà installées. C'est pour cela la clinique reste toujours en avant pour le suivi de ce malade. Voilà, donc c'est une radiographie qui vous montre bien la sténose de bas œsophage et les recommandations selon cet organogramme. J'ai le temps? J'ai un peu de temps, madame? Je pense. Donc, juste, vous ne revenez pas sur ce que vous avez déjà dit. Non, justement non. Donc voilà, c'est un organigramme qui vous propose une façon de réfléchir, c'est-à-dire compenser au reflux gastro-œsophagien. Bien sûr, soit qu'on a devant des symptômes extra-digestifs, soit on a des vomissements qui sont itératifs et chroniques. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend. Si on a devant des compliqués avec des signes d'alerte, pardon.
Donc, compliqué avec des signes d'alerte, et donc, il faut ce qu'on a, donc, les signes d'alerte qui ont été suscités, ou bien s'il s'agit d'un reflux gastro-œsophagien qui n'est pas compliqué, et on est dans les recommandations qu'on avait dit. Donc, mais toujours, au long de ce suivi de ce patient qui n'a pas de signes compliqués, il faut rester toujours alerte et chercher les signes d'alerte. Et pour le référer, comme les autres signes s'ils ne donnent pas preuve de leur traitement symptomatique étiologique, il faut le référer vers un gastro-entéropédiatre pour un suivi et pour une exploration. Et on vous remercie pour votre attention.